Il pleut du pétrole en Russie. Et non, ce n'est pas une figure de style. Je parle de pluie noire, réelle, toxique, qui tombe en ce moment même sur une ville russe appelée Tuapse. Les habitants filment leurs doigts, en train de glisser sur le toit, révélant une couche noire de pétrole. Les voitures sont parsemées de taches sombres. Les oiseaux du littoral meurent. La fumée de la ville est visible depuis l'espace. Et tout cela est arrivé parce que, il y a des semaines, des drones ukrainiens ont traversé 1000 km de territoire russe et ont fait exploser l'une des plus grandes raffineries de pétrole du pays. Mais Tuapse n'est qu'une ville. À l'autre bout de la Russie, une autre raffinerie brûle. Dans une autre, encore plus russe, 16 des 38 grandes raffineries du pays ont déjà été touchées. Et dans au moins 57 des 83 régions russes, l'essence est en train de manquer. Revenons à Tuapse un instant, car ce qui s'est passé là-bas aide à comprendre l'ampleur de ce problème. Tuapse est une ville portuaire sur la côte de la mer Noire, avec environ 60 000 habitants, connue pour ses plages, sa vie paisible et ses touristes. Il y avait là-bas l'une des 10 plus grandes raffineries de Russie, exploitée par Rosneft, qui traitait 12 millions de tonnes de pétrole par an. Faites attention au temps verbal. Il y avait. En 2 semaines, des drones ukrainiens ont frappé cette raffinerie 3 fois de suite. Avant que la première fumée ne se dissipe, la suivante arrivait. Les pompiers venaient à peine de finir une tâche qu'ils devaient déjà courir vers une autre. Le résultat, c'est que la raffinerie a suspendu ses opérations pour une durée indéterminée. 24 réservoirs de stockage ont été détruits. Une nappe de pétrole de 7 km s'est répandue dans la mer Noire. Et les écologistes locaux ont déjà qualifié l'incident de plus grande catastrophe environnementale de la région de ces dernières années. 24 réservoirs. D'un seul coup. Et ça ne s'est pas arrêté là. La fumée de l'incendie de Tuapse était si dense qu'elle s'est répandue sur toute la côte de la mer Noire russe. Elle est arrivée jusqu'à Anapa. Elle est arrivée jusqu'à Sotchi. Oui, Sotchi, la station balnéaire où Poutine lui-même possède une résidence d'été où l'élite russe va se reposer. L'air là-bas est devenu lourd, sombre, avec une odeur de pétrole brûlé. La guerre lancée par Poutine en 2022 lui empeste désormais les narines. Pendant 3 ans, c'est l'Ukraine qui a vu ses villes en flammes. Des civils pleuraient devant la caméra. La fumée s'élevait à l'horizon. Maintenant, la fumée monte de l'autre côté. Et Tuapse n'est qu'un cas parmi d'autres. Le 26 avril, des drones ukrainiens ont parcouru des centaines de kilomètres et ont frappé la raffinerie de Yaroslavl, qui a une capacité de traitement de 15 millions de tonnes de pétrole par an, sur la côte de la Baltique. Les ports de Primorsk et d'Oust-Louga, qui représentent ensemble plus de 40% des exportations de pétrole de la Russie, ont respectivement perdu 40 et 30% de leurs réservoirs de stockage. Des images satellites ont confirmé la destruction. Et les attaques ukrainiennes atteignent déjà la Sibérie, à 1700 km de la frontière. La Russie n'a tout simplement plus de zone arrière. Mais le pire pour Poutine, ce n'est pas ce qui brûle à l'intérieur des raffineries, c'est ce qui se passe dans les stations-service. La Russie adore se qualifier de superpuissance énergétique. La superpuissance énergétique est désormais à court d'essence. Dans plus de 57 des 83 régions russes, les automobilistes font la queue pendant des heures dans les stations-service pour faire le plein. Dans plusieurs endroits, le rationnement a été imposé. Chaque client ne peut acheter que 10, 20 ou 30 litres, selon la ville. À Moscou, Lukoil, le 2e plus grand producteur de pétrole du pays, a interdit la vente d'essence en bidon pour éviter que les gens ne fassent des réserves à la maison. En Crimée occupée, la moitié des stations-service sont tout simplement à sec. Voici le détail qui ressemble presque à une mauvaise blague. La Russie, 3e producteur de pétrole au monde, importe maintenant de l'essence de Chine et de Biélorussie. Oui, la Russie vend du pétrole brut à la Chine.
La Chine raffine et renvoie sous forme d'essence. Et la Russie paie. Maintenant, revenons à l'histoire. Tout cela, remarquez bien, est fait par un pays qui, il y a 2 ans, était considéré comme une cause perdue par la presse occidentale elle-même. On parlait de la chute de Kiev, de l'effondrement du moral, de la reddition. Par conséquent, la question inévitable est la suivante. Comment l'Ukraine, sans force aérienne, sans marine, sans capacité industrielle comparable à celle de la Russie, a-t-elle réussi à construire une machine de destruction capable de brûler l'industrie pétrolière de la plus grande puissance énergétique d'Europe ? Poutine en était certain que l'immensité de la Russie, avec ses 17 millions de kilomètres carrés, servirait de bouclier. Que le cœur de l'industrie pétrolière, situé au plus profond du territoire, resterait toujours hors de portée. C'était son principal pari. Et c'est précisément ce pari que l'Ukraine a détruit. Les drones qui font tout cela ne sont pas génériques. Chacun a sa propre identité, son propre profil et une histoire curieuse à raconter. Le premier d'entre eux s'appelle Lyuty, un mot ukrainien qui signifie féroce ou furieux. Les Ukrainiens ont surnommé ce drone le Tomahawk des pauvres, parce qu'il fait ce qu'un missile de croisière américain à 3 millions de dollars fait. Mais il coûte environ 200 000. Il a une portée de plus de 1000 km et transporte une ogive pouvant aller jusqu'à 75 kg. Et il a été conçu pour être une réponse directe au drone iranien Shahed, que la Russie importe pour attaquer l'Ukraine. Le deuxième est le Bober, ce qui signifie castor en ukrainien. Celui-ci a déjà volé jusqu'à Moscou et atteint des cibles à 800 km de distance. Mais la star du spectacle, le drone qui est en train de changer réellement cette guerre, porte le nom simple de FP1. C'est là que l'histoire devient absurde. Le FP1 est essentiellement fabriqué en contreplaqué. Il coûte 55 000 $ par unité. L'Ukraine en produit 100 par jour. 100 par jour, tous les jours. Et il représente environ 60% de toutes les attaques ukrainiennes en profondeur à l'intérieur de la Russie. Un drone en bois, moins cher qu'une voiture d'occasion, est en train d'incendier l'industrie pétrolière d'une superpuissance. Et c'est à ce moment-là que les chiffres commencent à faire plier Poutine. Réfléchissez avec moi. Chaque drone FP1 coûte 55 000 $. Chaque missile anti-aérien russe du système S-400 que Poutine utilise pour essayer d'abattre ses drones coûte environ 1 million de $. En une seule nuit, une nuit récente, le 28 avril, la Russie a déclaré avoir abattu 186 drones ukrainiens. Fais le calcul. Si chaque interception a consommé un missile S-400, la Russie a dépensé, en une seule nuit, 186 millions de $ pour se défendre. L'Ukraine, de son côté, a dépensé environ 10 millions. Et malgré cela, plusieurs drones sont passés. La raffinerie de Tuapse a de nouveau pris feu. C'est l'équation qui brise le Kremlin. Pour chaque drone en bois que Poutine doit abattre, il doit utiliser des missiles extrêmement coûteux, qui prennent des mois à être fabriqués dans des usines russes qui ont également déjà été attaquées. Et comme si cela ne suffisait pas, la stratégie ukrainienne n'est pas seulement de détruire, mais de faire en sorte que ça reste détruit. La raffinerie de Volgograd, par exemple, a déjà été touchée 5 fois en 2 mois. Chaque fois que les Russes terminent les réparations, la prochaine attaque arrive. Poutine en est arrivé au point d'envoyer des réservistes de l'armée, fusils à la main, surveiller les raffineries pour les protéger des drones qui volent à des centaines de mètres de hauteur. Imaginez la scène. Un soldat russe, avec un fusil au sol, attendant qu'un drone passe là-haut dans le ciel. Nous sommes en 2026. Pas en 1944. Comme vous pouvez le voir, chaque missile que Poutine utilise pour abattre un drone en contreplaqué est un missile qu'il n'a plus pour lancer contre l'Ukraine. Chaque milliard dépensé en défense est un milliard de moins sur le front. Les chiffres ne sont pas seulement embarrassants, ils sont vraiment en train de saigner à blanc le budget russe. Et les chiffres sont effrayants. Rien qu'au mois de mars 2026, la Russie a perdu
2 milliards 300 millions de dollars de revenus pétroliers. Ce chiffre vient de Zelensky lui-même, citant des données des services de renseignement occidentaux. 40% des bénéfices supplémentaires que Poutine aurait tirés de la hausse mondiale du pétrole causée par la guerre entre les États-Unis et l'Iran se sont tout simplement évaporés dans les incendies des raffineries ukrainiennes. Le budget russe pour 2026 prévoit un déficit de 100 milliards de dollars. Pour combler ce trou, Poutine vient de faire quelque chose qu'il avait évité pendant toute la guerre. Il a augmenté la taxe sur la valeur ajoutée de 20 à 22%. En d'autres termes, le Russe moyen qui fait ses courses, fait le plein de sa voiture, paie son loyer, paie maintenant plus d'impôts pour couvrir les pertes causées par les drones ukrainiens. Celui qui a envahi l'Ukraine, c'est Poutine. Ceux qui perdent la facture, c'est le peuple russe. Mais il y a une partie de cette histoire que presque personne ne raconte. C'est peut-être la plus révélatrice. La campagne ukrainienne contre le pétrole russe en mars 2026 était tellement efficace, tellement dévastatrice qu'il s'est produit quelque chose d'absurde. Même les propres alliés de l'Ukraine n'ont pas pu croire à l'ampleur des dégâts. Les alliés occidentaux, lors de discussions privées avec Kiev, ont demandé à Zelensky de ralentir le rythme des attaques. La raison était simple. Les dégâts causés à la production russe commençaient à influencer le prix du pétrole sur le marché mondial. Et cela exerçait une pression sur l'inflation dans plusieurs pays. Zelensky a reconnu publiquement cette demande. Les alliés de Kiev, les mêmes qui envoient des armes depuis 3 ans, étaient préoccupés par l'ampleur des dégâts. Ils demandaient à l'Ukraine d'arrêter de brûler la Russie. Pense à ce scénario. Pendant 3 ans, l'Ukraine a supplié pour plus d'armes, plus d'aide, plus de moyens. Maintenant, en 2026, ce sont les alliés qui s'inquiètent de la portée de frappe de l'Ukraine. Et Zelensky a dit non. Les dégâts. Et le plus intéressant, c'est que la réponse des alliés à ce refus a été l'opposé de ce qu'on attendait. Plutôt que d'ajouter de la pression, ils ont dépensé. Les Pays-Bas ont annoncé 248 millions d'euros pour la production ukrainienne de drones. La Belgique, 85 millions. La Norvège a signé un accord de coproduction. L'Allemagne est allée plus loin. Le 14 avril, à Berlin, elle a signé avec l'Ukraine le plus grand accord de défense entre les deux pays depuis 20 ans. 4 milliards d'euros, incluant des missiles patriotes, des systèmes anti-aériens Iris-T et plus de 350 millions de dollars spécifiquement destinés à la production de drones ukrainiens d'attaque en profondeur. La raison ? Le LUTI et le FP1 fabriqués en Ukraine sont plus efficaces contre la Russie, dollar pour dollar, que pratiquement n'importe quelle arme disponible sur étagère de l'arsenal européen. L'Europe a compris que l'Ukraine a construit à partir de zéro, en 3 ans de guerre, l'une des industries de drones longue portée les plus redoutables de la planète. Et l'Europe paie pour qu'elle continue. C'est pourquoi cette histoire n'est pas près de finir. L'Agence internationale de l'énergie à Paris a prévu que l'impact de ces attaques devrait continuer à freiner le raffinage russe, au moins jusqu'au milieu de 2026. Et regardez, ça, c'est une estimation optimiste. L'industrie pétrolière russe ne s'effondre pas d'un seul coup. Elle meurt petit à petit, raffinerie par raffinerie, fumée par fumée. Et c'est ici que l'histoire revient à son point de départ. On revient à cette personne qui, au sommet, passe son doigt sur le toit et montre la couche d'huile qui recouvre sa maison. Cette tache noire sur son doigt, eh bien, c'est le même pétrole que Poutine utilise pour financer sa guerre. Ça retombe dans son jardin. Voilà pourquoi cette histoire est importante pour nous. À ton avis, combien de temps la Russie peut-elle encore supporter ce rythme d'attaque avant que quelque chose de majeur ne finisse par céder ? Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment dans cette guerre, donne-nous un petit coup de pouce ici. Partage-le avec cet ami qui croit toujours que la Russie gagne. Laisse ton like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine.